Bonsoir à Si toutes vous et à avez des tous. questions, n'hésitez Donc, et pas à les bienvenue envoyer. à ce webinaire. Donc, aujourd'hui, c'est le dernier webinaire de l'année. C'est le dernier webinaire de l'année, donc d'une série, donc la série Insuffisance cardiaque par les cas cliniques. Donc, je tiens à remercier nos sponsors, donc Abbott et Novartis, pour toute aide logistique, technique et aussi financière, bien sûr, sans qui ça serait difficile de faire donc ces webinaires. Donc, comme pour les webinaires précédents, donc nous avons des questions tout au long des présentations. Donc, vous aurez la possibilité de voter. Donc, et j'espère, donc on espère que cette soirée soit bien interactive. Donc, que vous participez vraiment aux questions posées. Donc, vous pouvez également poser vos questions par les chats. Donc, et moi, je transmettrai donc toutes vos questions aux orateurs. Donc, normalement, on va poser les questions après chaque présentation et après, si on a le temps, on fera justement une discussion globale à la fin des deux présentations. Donc, aujourd'hui, donc c'est la dernière séance de l'année. Donc, mais last but not least, parce qu'aujourd'hui avec nous, nous avons deux figures très importantes de l'insuffisance cardiaque en Belgique. Donc, nous avons le professeur Vachéry, donc c'est le responsable de la clinique d'insuffisance cardiaque et hypertension pulmonaire à l'hôpital Erasme, donc à Bruxelles, avec qui j'ai le plaisir de travailler au quotidien. Et donc, Monsieur Vachéry va nous parler justement de Logical Song. Donc, aujourd'hui, c'est le thème de la soirée. Donc, mais il va nous parler de l'insuffisance cardiaque et circulation pulmonaire. Et la deuxième partie de la soirée, ça sera le professeur Anne-Catherine Pouller, donc chef adjoint du service de cardiologie aux cliniques Saint-Luc à Bruxelles. Donc, c'est une soirée vraiment 100% bruxelloise aujourd'hui. Et donc, Anne-Catherine va nous parler justement des maladies d'insuffisance cardiaque et valvulopathie avec justement comme cible donc l'insuffisance tricuspide. Voilà, donc pour commencer cette soirée, j'ai le plaisir d'introduire M. Vachéry, donc justement pour parler d'insuffisance cardiaque et circulation pulmonaire. Voilà, à toi Jean-Luc. Merci beaucoup Anna, et bonsoir tout le monde. Merci de consacrer un petit peu de votre soirée à ce webinaire. Effectivement, moi je vais vous parler d'insuffisance cardiaque et circulation pulmonaire, et en regardant le titre Give a little bit, je vois qu'à une lettre près, on aurait pu avoir un tout autre sujet. Je vais vous montrer ici quelques liens d'intérêt avec l'industrie pharmaceutique. Je vous demande de prendre 2 secondes pour lire de quoi il s'agit. Et puis, on va tout de suite aller dans l'histoire de ce cas clinique. C'est un homme qui est né en 1943, qui est un journaliste retraité, dont l'histoire médicale est pavée de quelques événements, comme par exemple en 2012 des pontages coronaires, un double pontage coronarien dans un contexte de syndrome coronarien aigu, une prostatectomie en octobre 2021, donc un peu moins de 10 ans plus tard, une pneumonie dans les suites de cette prostatectomie en décembre 21, et enfin un épisode d'embolie pulmonaire bien documenté en avril 2022 pour laquelle il reçoit une anticoagulation. Anticoagulation en réalité qu'il recevait déjà, puisque vous voyez ici qu'il est en fibrillation auriculaire depuis 2021 et qu'il a un profil qu'on peut qualifier de profil de métabolique, haute suspicion d'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée, puisqu'on va retrouver de l'hypertension artérielle, de l'hypercholestérolémie, un diabète de type 2, et vous connaissez les liaisons dangereuses entre le cœur et le poumon. C'est aussi un patient qui est BPCO GOL2 avec de l'emphysème lié à un tabagisme ancien. Évidemment, cerise sur le gâteau, on a un syndrome d'apnée de sommeil chez un malade qui est correctement appareillé et dont les apnées sont parfaitement contrôlées. Il est vu pour la première fois dans un contexte de difficultés respiratoires. Il est d'abord vu par son médecin généraliste et puis par le cardiologue référent, avec un traitement en cours qui combine un inhibiteur de SGLT2, deux diurétiques, un NOAC, un bêta-bloquant, un inhibiteur de l'enzyme de conversion, une statine et des bronchodilatateurs combinés qui ne permettent malheureusement pas d'empêcher que ce patient se présente avec une clinique
plutôt avec des symptômes qui le mettent en classe fonctionnelle 3. À l'examen clinique, ce qui est remarquable, c'est une tension artérielle qui est peut-être un petit peu basse, 91/55, une fréquence cardiaque 90 battements par minute irrégulière, un souffle systolique à l'auscultation, quelques crépitants aux deux bases et surtout des édèmes périphériques qui remontent pratiquement jusqu'au genou et qui prennent le godet. Son électrocardiogramme au moment où il est examiné pour la première fois montre effectivement une FA avec une fréquence cardiaque aux alentours de 90 battements par minute, un QRS qui est plutôt fin, pas d'autres anomalies décelées, pas de séquelles d'infarctus, pas non plus de signes cardiaques droits. L'échocardiographie, elle, en revanche, est assez caractéristique. Elle montre un ventricule gauche qui est légèrement dilaté, mais pas vraiment, puisque son volume télédiastolique est à 53 mm. Il a une fraction d'éjection largement au-dessous de 50%, et le protocole rapporte une hypertension pulmonaire sévère, avec une PAP systolique estimée à 94 mm de mercure sur base d'une pression auriculaire droite à 10. Il a une dilatation ventriculaire droite avec un mouvement paradoxal du septum et une déformation du ventricule gauche en lettre D. Il a une diminution du TAPS à 15 mm, une fraction de raccourcissement de surface à 30% et une estimation du couplage ventriculo-artériel par le rapport du TAPS sur PAPS qui est très anormal, qui est à 0,16. On lui trouve aussi une dilatation de la veine cave inférieure, une dilatation biatriale assez importante, une insuffisance mitrale de grade 2 avec un jet excentrique montrant un pattern plutôt de type restrictif, et on lui retrouve un péricarde normal. La conclusion qui est portée sur base de cette première observation, c'est une insuffisance cardiaque droite aiguë décompensée avec des signes de congestion et une prédominance d'éléments qui vont plutôt dans le sens d'une dysfonction ventriculaire droite. Vous avez tout ce qu'il faut, diminution de l'estimation de la contractilité, surcharge en volume et augmentation de la pression. Dans ce contexte-là, on évoque plusieurs hypothèses diagnostiques. On évoque le cœur pulmonaire chronique comme cause sous-jacente. On évoque les apnées de sommeil. On évoque une insuffisance cardiaque à FEVG préservée. Et enfin, sur base de l'épisode semi-récent qui date d'à peu près un an d'embolie pulmonaire, on se dit peut-être que ce patient a une hypertension pulmonaire ou a développé une hypertension pulmonaire de forme thromboembolique. Et donc, dans ce contexte-là, il est hospitalisé dans l'hôpital référent où on fait quelques examens complémentaires. On lui fait d'abord des épreuves fonctionnelles respiratoires qui montrent finalement des volumes qui sont au-dessus de 70% de la normale, une DLCO qui est à 59% des valeurs prédites, donc un peu diminuée, mais au-dessus de 50%. Et la seule vraie anomalie qu'on lui retrouve, c'est un TIFNO qui est diminué, qui est à 50%. Il a, dans le même temps de ce petit séjour à l'hôpital, une scintigraphie de ventilation-perfusion qui montre un mismatch ventilation-perfusion dans la partie inférieure du lobe gauche, et dans un segment postéro-basal. Donc, petite amputation et une petite anomalie triangulaire de perfusion au niveau du poumon droit sur le lobe moyen. Donc, c'est fait grâce des images, mais c'est une très très petite amputation. Et donc le nucléariste conclut que les résultats pourraient correspondre à ce qu'on retrouve dans le cadre d'une hypertension pulmonaire post-embolique. On complète par un angio-CT qui montre, alors ce monsieur avait au moment de son embolie pulmonaire aiguë déjà eu un angio-CT qui montrait un thrombus pariétalisé dans l'artère pulmonaire gauche. Ici, l'angio nous dit que, enfin plutôt l'angioscanner nous dit que ce thrombus est pariétalisé, il a nettement diminué de taille, on le retrouve au niveau de l'artère pulmonaire gauche et s'étendant vers l'artère lobaire inférieure. On a aussi, et ça c'est quand même une trouvaille importante, on retrouve une dilatation du tronc de l'artère pulmonaire à 49 mm. La normale, on est aux alentours de 25 à 28 mm, mais il n'y a pas d'anomalie parenchymateuse et peut-être un élément important, on ne trouve pas de signe d'obstruction qui ferait évoquer une récidive d'embolie pulmonaire. Et donc la première question qui va se poser, c'est de savoir à
à quoi on a affaire. Donc, on a un monsieur qui se présente, qui a un passé cardiologique relativement lourd, avec une intervention chirurgicale 10 ans avant. Il a une fibrillation auriculaire chronique. En même temps, c'est un patient BPCO. Il a un peu d'apnée de sommeil et il a fait une embolie pulmonaire. Et donc, je vous remets ici la classification de l'hypertension pulmonaire. Vous avez le groupe 1 qui est l'hypertension artérielle pulmonaire qu'on va retrouver sous forme idiopathique ou sous forme associée. Le groupe 2 qui est l'hypertension pulmonaire associée aux maladies cardiaques gauches avec deux phénotypes hémodynamiques différents. On viendra après dans les détails de ce que ça sous-entend. On verra aussi pour l'hypertension pulmonaire associée aux maladies respiratoires, c'est le groupe 3, on distingue de forme sévère ou non sévère en fonction de certains critères, entre autres des critères hémodynamiques. Vous avez le groupe 4, qui est l'hypertension pulmonaire thromboembolique essentiellement, mais ce sont les hypertensions pulmonaires qui sont liées à des obstructions plutôt de type mécanique. Et enfin, vous avez un dernier groupe qui est un groupe d'hypertension pulmonaire avec des formes plus rares ou multifactorielles. J'insiste sur le fait que quand on regarde tout ça, les deux formes les plus fréquentes, ce sont les groupes 2, les maladies cardiaques gauches, et les groupes 3, les hypertensions pulmonaires associées aux maladies respiratoires, sachant que l'HTAP, groupe 1, pulmonary arterial hypertension, PH, et l'hypertension pulmonaire post-embolique sont des maladies, sont considérées comme étant des maladies rares. Et donc, c'est le moment de faire votre petit pari sur ce que vous pensez être la cause de l'hypertension pulmonaire chez ce patient. Est-ce que vous pensez qu'on a affaire à une hypertension artérielle pulmonaire, qu'on a affaire à une hypertension pulmonaire associée à une maladie cardiaque gauche, associée à une maladie respiratoire, un groupe 3, une obstruction, par exemple par des emboles qui n'auraient pas été complètement résolus. Et enfin, est-ce que vous pensez que dans l'état actuel des choses, il y a encore un certain nombre d'incertitudes qui ne vous permettent pas de vraiment assigner un diagnostic à ce patient? Voilà, je vous laisse voter et réfléchir, ou alors c'est déjà tout réfléchi et vous savez exactement de quoi il s'agit. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Alors, on a effectivement 13% pour une maladie respiratoire, pardon, 13% pour une maladie du cœur gauche, un quart d'entre vous pense que c'est une maladie respiratoire, un quart pense que c'est une hypertension pulmonaire d'origine thromboembolique, et enfin, 38% disent qu'ils ne savent pas à ce stade. Et en réalité, c'est la bonne réponse, parce qu'il vous manque un élément extrêmement important pour poser le diagnostic de l'hypertension pulmonaire, c'est le cathétérisme cardiaque droit. Et donc, vous avez besoin d'un cathétérisme du cœur droit pour établir un diagnostic d'hypertension pulmonaire. Tout ce que vous pouvez faire sur base de l'écho, c'est avoir une évocation d'une probabilité échocardiographique de diagnostic qui est basée essentiellement sur la vitesse du jet d'insuffisance tricuspide et la présence ou l'absence de modifications disons, d'un phénotype droit, avec une atteinte ventriculaire droite peut-être un petit peu plus spécifique. Cette probabilité, vous allez l'utiliser pour mettre en place une suspicion clinique qui dépendra de la présence de facteurs de risque pour les différentes maladies qu'on a citées. Et donc voilà le CAT qui est réalisé chez un patient. Donc, je vous rappelle, il est en insuffisance cardiaque droite décompensée. D'ailleurs, on le voit, il a une pression auriculaire droite qui est un peu augmentée à 11 mm de mercure. Il a un débit cardiaque à 4,11. Il a une pression moyenne de la paix à 53 mm de mercure et il a une PAPO à 16 mm de mercure avec une résistance vasculaire pulmonaire à 9. Ce que fait notre collègue, c'est de le maintenir au monitorage avec le cathéter de Swan-Ganz en place et de refaire les mesures de pression après 24 heures d'un traitement diurétique qui est un traitement qui ressemble fort à ce qu'on a fait dans l'étude ADVOR. Et vous voyez que ce traitement diurétique a déjà des effets assez significatifs pour faire baisser la pression artérielle pulmonaire. On passe de 53 à 39, plus que la réduction de PAPO qui diminue de moitié. La pression auriculaire droite est à 3, l'index cardiaque n'a pas tellement bougé. Et quand on calcule la résistance vasculaire pulmonaire, on calcule une résistance à 7 unités Wood.
Donc retenez bien ces chiffres. Sous traitement diurétique IV, on passe de 53 à 39 de PAP moyenne, 16 à 8 de PAPO et 9 à 7 de résistance vasculaire pulmonaire. Donc je rappelle, hein, PAP moyenne moins PAPO divisé par le débit cardiaque. À vous de jouer maintenant. Vous avez cette hémodynamique, on va peut-être d'abord raisonner sur l'hémodynamique et je vais vous demander, c'est quoi votre interprétation du bilan que je viens de vous donner? Est-ce que vous pensez que c'est une hypertension pulmonaire post-capillaire? Est-ce que vous pensez que c'est une hypertension pulmonaire combinée post- et pré-capillaire? Est-ce qu'on a une hypertension pulmonaire de type pré-capillaire? Et enfin, est-ce qu'on a purement pré-capillaire? Et enfin, est-ce qu'on a affaire à une hypertension pulmonaire sévère? Je vous laisse voter. 3 options: post-capillaire, combiné post et pré, pré-capillaire ou sévère. « 53 de PAP moyenne, 16 de PAPO, 9 unités Wood de repos, avec une baisse de la PAPO sous traitement diurétique. Alors, on va peut-être bientôt voir les votes. Les votes que voilà. Alors, post-capillaire, 31%, combiné post et pré-capillaire 54%, pré-capillaire 8% et sévère 8%. Mais, bravo, parce que les deux premières réponses, effectivement, sont les réponses correctes. Je vais y venir dans la diapositive suivante. La notion de sévérité qu'on voit parfois dans les rapports d'écho et dans les bilans hémodynamiques n'est basée sur aucune véritable notion discriminante. C'est-à-dire que je ne sais pas, moi, personnellement, quel est le niveau de sévérité. Je sais que quelqu'un qui a plus de 5 unités Wood de résistance a certainement un pronostic qui est moins bon, mais est-ce que pour autant c'est sévère? On va pouvoir, chez certains malades, on le voit bien dans l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite, les patients arrivent très décompensés avec des résistances au plafond, on leur donne des vasodilatateurs, des diurétiques éventuellement aninotropes, on peut normaliser la circulation pulmonaire. Donc cette notion de sévérité, on a eu tendance progressivement à l'abandonner, même si on peut comprendre ce qu'il peut y avoir derrière cette terminologie. Et donc, ça permet effectivement d'aborder la question de la définition de l'hypertension pulmonaire. C'est une situation hémodynamique, c'est pas une maladie qui est définie par une combinaison d'une augmentation de pression pulmonaire et une augmentation de résistance mesurée au cathé droit. Donc, vous avez besoin de faire un geste invasif pour définir le diagnostic. La PAP moyenne au-dessus de 20 mm de mercure définit l'hypertension pulmonaire. La forme précapillaire, quand on a une résistance vasculaire pulmonaire au-dessus de 2 et une PAPO inférieure ou égale à 15, une forme isolée post-capillaire quand la résistance est inférieure ou égale à 2, la PAPO supérieure strictement à 15, et combinée quand on a une résistance supérieure à 2 unités Wood, et c'est le cas de notre patient, 16 mm de mercure, 9 unités Wood de repos, c'est donc bien une forme qui a l'air de se présenter sous une combinaison post- et pré-capillaire. Vous avez aussi une définition à l'effort, mais on sait bien que l'hémodynamique à l'effort est parfois difficile à réaliser, enfin souvent, toujours difficile à réaliser, et ça doit être plutôt réservé dans des centres qui ont l'habitude de faire de l'hémodynamique invasive. Alors, le patient nous est envoyé dans ces conditions, dans cette situation-là, en nous disant, ben voilà, il faut maintenant qu'on essaie de comprendre pourquoi il y a une composante précapillaire. Est-ce que ce patient pourrait éventuellement avoir une composante post-embolique à cette hypertension pulmonaire? La première chose qu'on fait, et c'est vrai que c'est une tendance dans les centres d'insuffisance cardiaque de vérifier l'hypothèse qu'un malade pourrait avoir une insuffisance cardiaque à FEVG préservée, FPEF. On utilise, vous savez qu'il y a plein de scores qui peuvent être utilisés. Nous, on a plutôt tendance à utiliser le HO-FPEF score parce qu'il est assez simple et il est très clinique. Et quand on fait le calcul du FPEF score, HO-FPEF score chez ce patient, il marque des points partout, il a absolument tous les critères. Et donc, on a un score de 9 qui donne une probabilité de FPEF qui est au-delà de 95%. On s'était intéressé à prendre le problème d'un autre plan, et ça c'est ce qu'on fait maintenant dans les centres de l'hypertension pulmonaire, de prise en charge d'hypertension pulmonaire. On regarde le phénotype qui pourrait être associé à une hypertension pulmonaire de type
post-capillaire. Et vous voyez qu'on a là aussi beaucoup de données cliniques qui vont nous aider. Il y en a une particulièrement qui est très importante, c'est la présence d'une fibrillation auriculaire. Quand vous avez un malade en fibrillation auriculaire au moment de la présentation, la probabilité qu'il ait une hypertension pulmonaire associée à une maladie du cœur gauche est pratiquement de 100%. Si à ça vous ajoutez des données échographiques qui vous montrent une dilatation de l'oreillette, ici on a pris le volume indexé au-dessus de 34 mm par mètre carré, vous avez pratiquement une probabilité de 100%. Donc de façon assez simple, on peut, sans nécessairement avoir besoin d'un bilan hémodynamique a priori, déjà établir une probabilité pré-test d'avoir une hypertension pulmonaire associée à une maladie du cœur gauche. Et c'est ce qu'on a trouvé chez ce patient avec ces deux manières de faire les choses, enfin plutôt d'évaluer. Alors vous avez ici l'écho, ça c'est l'écho qui a été fait à l'admission. On retrouve bien la fraction d'éjection qui est préservée. On retrouve la dilatation biauriculaire qui est quand même assez importante. Alors, il est vrai qu'elle prédomine à droite, mais il ne vous aura pas échappé que le septum interauriculaire a tendance à bomber vers la droite, ce qui suggère un gradient de pression en faveur de l'oreillette gauche, c'est-à-dire que la pression auriculaire gauche pourrait être supérieure à la pression auriculaire droite. Il n'y a pas de décollement péricardique. Ça, c'est ce qu'on voit quand on fait peut-être de l'analyse du cœur droit. C'est finalement ce qu'on peut faire aussi au cabinet de consultation. Vous avez absolument tout, le GDT, la mesure de la vitesse maximale, la mesure du TAPS, la mesure du temps d'accélération de la chambre de chasse, et ça vous permet de déjà dire que ce patient a une dysfonction ventriculaire droite avec un découplage finalement qui n'est pas très différent de celui qui avait été observé chez nos collègues qui nous ont référé le patient. Alors, comme tout le reste de l'imagerie avait été fait peu de temps avant que le malade nous soit référé, on n'a pas refait l'imagerie de la scintigraphie, on n'a pas, en revanche, on a revu les images, on n'a pas refait le scanner, on a revu les images avec notre radiologue et on a complété le bilan par une angiographie pulmonaire parce que ça reste l'examen qui est l'examen de choix pour déterminer la présence ou l'absence d'une hypertension pulmonaire de type post-embolique. Et ce qu'on voit sur sur ces images angiographiques, c'est qu'il y a une dilatation très importante des deux AP, il n'y a pas d'obstruction proximale, il y a plutôt une diminution périphérique de la perfusion, on le voit ici, et il y a peut-être une petite anomalie triangulaire de perfusion au niveau d'un segment du lobe supérieur gauche qui n'avait d'ailleurs pas été décrit ni à la scintigraphie, ni à l'angioscan. Et d'ailleurs, on ne retrouve pas nécessairement les anomalies de perfusion qui avaient été suggérées par les deux autres examens réalisés dans un autre centre, et ça correspond très bien à ce qu'on pouvait s'imaginer. Et donc, on ne voit pas ici de défauts parenchymographiques qui sont des défauts qu'on va retrouver typiquement chez des patients qui ont des hypertensions pulmonaires de type post-embolique. On a évidemment, on a recatétérisé le patient dans des circonstances stables. Et donc, ce que je vous montre ici, c'est le minimum qu'on devrait avoir dans un rapport hémodynamique. On lui retrouve une PAP moyenne qui est à 74 mm de mercure, une PAPO qui est à 18. Il a une onde V mitrale à 28 mm de mercure, une pression auriculaire droite à 14 et une résistance vasculaire pulmonaire à 7,3. Ce que vous voyez, et ça, c'est important pour faire la distinction entre la composante post-capillaire et la composante pré-capillaire. Ce qu'on voit ici, c'est finalement, indépendamment des mouvements de la PAPO, la résistance reste exactement la même. Et donc, cette unité Wood est vraisemblablement la résistance vasculaire pulmonaire de ce monsieur en vitesse de croisière. Alors, évidemment, quand on regarde le développement d'une hypertension pulmonaire qui pourrait être liée à une maladie du cœur gauche, vous avez vraiment une transition d'un phénotype ventriculaire gauche vers un phénotype ventriculaire droit. Et ce phénotype, il est caractérisé par l'élévation de la pression pulmonaire, l'élévation de la résistance non seulement artériolaire, mais aussi vénulaire, qui aboutit au bout du compte à une dysfonction ventriculaire droite, dont un des éléments principaux, c'est le découplage ventriculo-artériel du ventricule droit par rapport à l'artère pulmonaire. Il faut savoir que les patients qui ont des maladies du cœur gauche, qu'elles soient structurelles ou que ce soit de syndrome de FPF, ont tous une atteinte ventriculaire droite qui est
indépendante de la circulation pulmonaire. C'est-à-dire qu'ils vont être beaucoup plus sensibles à l'augmentation, le ventricule droit va être beaucoup plus sensible à l'augmentation de sa post-charge dans les maladies du cœur gauche que ce qu'on verrait dans les hypertensions pulmonaires de type précapillaire. Et donc ici, c'est ce qu'on retrouve finalement, c'est le diagnostic qu'on a proposé. On a une hypertension pulmonaire combinée post- et pré-capillaire, et ceci est basé sur tous les éléments que vous voyez ici, augmentation de la papo, l'onde V mitrale, la présentation clinique qui est typique avec un score H2FPF élevé, il est en fibrillation auriculaire, il y a une histoire de maladie coronaire, et enfin, il a une résistance au-dessus de 5 unités Wood comme marqueur de sévérité. Enfin, la composante post-embolique est relativement modeste. C'est vrai qu'il a une anomalie de ventilation-perfusion, mais sur des petits segments et des anomalies que l'on va retrouver dans dans l'angiographie qui sont extrêmement limitées, qui nous ont fait penser qu'il n'y avait il n'y avait pas d'indication à un traitement chirurgical ou ni d'indication à éventuellement un traitement par dilatation des artères pulmonaires. Ma question pour vous maintenant, et ça c'est une question qui est évidemment importante, qu'est-ce qu'on va faire de ce patient? Et qu'est-ce que serait votre stratégie thérapeutique? Est-ce qu'il faut finalement, il a 7 unités Wood de résistance, il a 70 mm de mercure de PAP moyenne pour un patient qui a une maladie du cœur gauche, ça ressemble à un groupe 1 de l'HTAP, et donc peut-être qu'il faudrait le traiter avec des traitements spécifiques de l'hypertension artérielle pulmonaire, inhibiteurs PDE5, antagonistes des récepteurs de l'endothéline par exemple. Est-ce que vous pensez qu'il ne faut pas traiter ce malade? Est-ce que vous pensez qu'on pourrait essayer un inhibiteur à la PDE5? Ou est-ce que vous pensez qu'il faudrait peut-être envisager pour un patient avec ce profil de l'inclure dans un essai clinique médicamenteux spécifiquement dédié aux hypertensions pulmonaires du groupe 2, donc des maladies cardiaques gauches? Je vous laisse réfléchir un peu avant de, enfin, non, réfléchir avant de voter, oui, c'est toujours mieux. Réfléchir avant de prescrire. Donc, vous êtes en face du patient et vous devez lui raconter tout ça et vous devez lui expliquer tout ce que vous allez lui faire. Et imaginons, on est dans un monde idéal, on n'a pas de contraintes de remboursement, on peut faire un peu ce qu'on veut. Enfin, non. Sauf qu'on n'a pas de contraintes de remboursement. C'est la question pour laquelle je suis le plus curieux de voir le résultat. Alors, il y a eu déjà une très bonne nouvelle, c'est que personne ne pense qu'il faut traiter ce patient avec les traitements de l'HTAP. Et donc, bravo, parce que c'est vraiment la bonne réponse, la réponse qu'il ne fallait pas cocher. 38% ne pas traiter, c'est la vraie bonne réponse à ce stade. L'inhibiteur de PDE5, 38%, je crains que vous allez être très déçus parce que je vais vous montrer. Je ne pense pas que ce soit la stratégie qu'il faut adopter. Et enfin, et ça c'est important, 25% participation à un essai clinique. Je pense que vraiment ne pas traiter et ou envisager de faire participer le malade à un essai clinique, c'est probablement la meilleure stratégie. Et donc, je vais peut-être aller rapidement sur ce point-là, mais ça vient du dernier. Je vais répondre aux questions en détail, mais ce qu'on voudrait faire maintenant, c'est de faire finalement un staging un peu comme le fait l'American Heart pour les hypertensions pulmonaires associées aux maladies du cœur gauche. Et vous voyez que vous retrouvez un peu cette même histoire de modification clinique et hémodynamique qu'on a retrouvée dans les guidelines. Mais quand on voit ici les stratégies thérapeutiques, vous n'avez nulle part indiqué un traitement par des vasodilatateurs. Et vous avez en revanche ça, ici, dans les formes plus avancées, l'indication d'enrôlement dans un essai clinique et le référencement dans des centres de prise en charge des maladies vasculaires pulmonaires. Ce qu'on a fait, ce que je vous ai montré finalement, c'est que l'approche, c'est une approche où on va combiner l'ensemble des éléments, le profil clinique, le profil écho, les scores non invasifs. Je ne vous ai pas montré l'évaluation fonctionnelle parce qu'elle montrait essentiellement une limitation cardiaque à l'effort, ce qui n'est pas vraiment très étonnant chez un patient FA. Vous avez aussi, si vous avez l'expérience de le faire ou des cardiologues interventionnels qui savent quoi faire, vous avez la possibilité de faire des tests de provocation, par exemple un test d'effort ou un test de remplissage. Ici, on n'avait pas
de raison de le faire puisque le diagnostic paraissait déjà relativement clair. Maintenant, la stratégie thérapeutique dans des hypertensions pulmonaires, des maladies du cœur gauche, elle est basée sur le traitement de la cause. Et ça doit être un traitement agressif. On corrige les maladies valvulaires, on a des traitements pour le FPF, FREF, on peut envisager d'évaluer les autres causes d'hypertension pulmonaire. Dans ce cas, c'est l'hypertension pulmonaire post-embolique. J'en profite pour glisser 2 mots sur les apnées de sommeil. Les apnées de sommeil ont été retirées de la classification de l'hypertension pulmonaire parce que ça n'est pas une cause isolée d'augmentation de la pression. Les apnées de sommeil sont associées soit à une maladie respiratoire, soit à une maladie du cœur gauche, comme le syndrome d'FPF par exemple, et c'est dans ce cadre-là que ça fait monter la pression. Les malades qui n'ont ni l'un ni l'autre n'ont pas d'hypertension pulmonaire. On a beaucoup d'évidences qui soutiennent cette idée-là. Et enfin, vous avez toutes les thérapies avancées, la transplantation, les pompes d'assistance. Alors, il y a la question du shunt interatrial pour les FPF quand les pressions gauche montent, pardon. Mais ça, c'est vraiment la stratégie thérapeutique numéro 1 dans les maladies du cœur gauche. Il faut oublier que les traitements de l'insuffisance cardiaque, comme par exemple l'association sacubitril/valsartan, sont aussi efficaces pour améliorer l'hypertension pulmonaire chez les patients qui ont une insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite. C'est ce qu'on voit ici dans cette diapo qui montre l'effet de l'association de l'ARNI sur l'hypertension pulmonaire chez des malades en attente de transplantation. Et donc, vous voyez que simplement un traitement de fond de l'insuffisance cardiaque dans cette petite série peut effectivement considérablement améliorer les patients. Ça, c'est l'algorithme thérapeutique pour le traitement de l'HTAP. On en est à la 5e révision. Et ça, c'est l'algorithme thérapeutique pour les groupes 2 et 3. C'est-à-dire qu'on n'a évidemment pas de traitement et c'est basé sur des données qui sont très robustes. Je vous passe les détails de tout ce qui a pu être fait, mais on a quand même pas mal d'essais cliniques qui ont été réalisés qui montrent non seulement pas d'effet sur l'amélioration clinique ou l'amélioration d'un critère de jugement primaire, mais surtout, et ça c'est récent, des signes liés à la sécurité d'emploi des médicaments. C'est le cas du riociguat qu'on utilise pourtant dans l'HTAP sous le nom commercial d'Adempas, où il y a certes une amélioration du critère de jugement primaire qui était le débit cardiaque, c'est peut-être pas l'idéal, mais bon, mais il y a surtout plus d'arrêts de traitement dans le groupe Prio à cause de problèmes d'hypotension et d'intolérance au traitement. L'étude Serenade avec le macitentan, qui est un traitement qui est utilisé dans l'HTAP, qu'on a voulu appliquer aux formes d'hypertension pulmonaire associée aux maladies du cœur gauche, ça donne de la rétention hydrosodée. L'étude a été arrêtée, alors elle a été arrêtée par le sponsor avant la fin, mais on a observé effectivement une rétention hydrosodée significative. Et enfin, bon, il y a une étude avec l'agoniste bêta-3 qui ne s'est pas terminée non plus et qui n'a pas atteint qui s'est terminée, mais qui n'a pas atteint son critère de jugement. Vous pensiez certains d'entre vous pensaient inhibiteur PDE5. C'est vrai qu'il y a une tendance à un moment donné à utiliser ces médicaments de façon empirique dans les groupes 2. On a maintenant les résultats d'une étude multicentrique faite en Allemagne, qui elle aussi a été interrompue avant la fin, c'est l'étude Passion. On a utilisé le tadalafil. Et ce qu'on se rend compte à l'analyse, c'est que non seulement le critère de jugement primaire, qui était la réduction du risque d'événement, n'était pas atteint, mais on voit un déséquilibre en défaveur du groupe traité au niveau de la mortalité. Donc, il y a une tendance qui est quand même assez importante de la mortalité dans le groupe tadalafil. Quand on fait une méta-analyse de l'ensemble de ces études, et ça c'est avant les résultats de la précédente, finalement c'est ce qu'on voit. Tous les traitements de l'HTAP qui fonctionnent bien dans l'HTAP sont associés à une tendance à l'augmentation de la mortalité, et toute cause est la mortalité cardiovasculaire, et à l'aggravation de l'insuffisance cardiaque. Malheureusement, c'est comme ça. Et quand on fait de la méta-analyse, on tombe exactement sur les mêmes observations. Il n'y a pas d'effet. Il y a même plutôt potentiellement un effet délétère et on décourage l'utilisation des inhibiteurs de PDE5 ou des traitements généralement de l'HTAP dans le contexte d'une hypertension pulmonaire des maladies du cœur gauche. C'est finalement le travail qu'on a fait dans les guidelines. Vous voyez, quand on fait une recherche bibliographique avec la méthode PICO, où la question était est-ce qu'on peut utiliser les inhibiteurs de PDE5 dans le cas de notre patient?
on a une classe de recommandation qui est négative, classe 3, pour les patients qui ont des hypertensions pulmonaires isolées, et on n'a pas de recommandation parce qu'il n'y a pas d'études qui permettent de confirmer l'utilisation de ces traitements en toute sécurité et avec de l'efficacité dans ce contexte. Et donc, l'utilisation empirique n'est pas recommandée, et c'est la même chose, on a une recommandation négative pour les autres traitements de l'HTAP. Là, vous voyez qu'on monte, hein, on passe à 340 PubMed, 141 Cochrane, il faut se farcir l'ensemble de ces études pour arriver à une recommandation. C'est une recommandation de classe 3 négative avec un niveau d'évidence qui est le plus élevé, qui est le niveau A d'évidence. Et donc, je voudrais rappeler ici peut-être un élément important, c'est le serment d'Hippocrate, primum non nocere, secundum cavere, tertium sanare, ne pas faire de mal en premier lieu, faire attention, réfléchir et puis ensuite traiter avant de mettre en route des traitements qui sont des traitements qui peuvent être délétères, en tout cas chez les patients avec des maladies cardiaques gauches. Voilà, donc pour conclure, quelques mots. L'hypertension pulmonaire, c'est un phénomène qui est commun dans les maladies du cœur gauche. C'est dans la majorité des cas un symptôme de la maladie sous-jacente, même si certains patients, comme le cas que je vous ai montré, peuvent développer une composante précapillaire. Le diagnostic parfois peut être difficile. Alors, il n'était peut-être pas tellement difficile dans le cas que je vous ai montré, mais on a parfois du mal à faire la distinction entre une HTAP et avec des comorbidités ou une maladie du cœur gauche avec des marqueurs de sévérité hémodynamique. Et la meilleure manière de faire les choses, c'est de grouper les évaluations et de les discuter comme nous le faisons dans nos centres avec l'ensemble de l'équipe des spécialistes de l'insuffisance cardiaque et de l'hypertension pulmonaire, enfin des maladies cardiaques et de l'hypertension pulmonaire. Enfin, le message le plus important, c'est que le traitement doit être focalisé sur le traitement de fond. Il n'y a pas d'efficacité démontrée des traitements de l'HTAP. Il n'y a pas de place pour l'utilisation empirique des inhibiteurs de PDE5. J'insiste vraiment là-dessus. Il y a en revanche toute une série de programmes de développement clinique pour trouver des nouvelles molécules qui est en train de reprendre de façon importante. Et donc, ces malades, tels que celui que je vous ai montré, devraient effectivement être envisagés comme candidats à la participation à un essai clinique, ce qui a d'ailleurs été le cas de ce patient très, très spécifiquement. Voilà, je vous remercie, j'en ai terminé. Merci beaucoup, Jean-Luc, pour cette présentation claire et très intéressante. Alors, donc, on va commencer avec les questions. Donc, on a une question, une première question. Est-ce que l'ADAMPAS pourrait avoir un rôle pour cibler la composante embolique chronique distale chez ce patient? Oui, c'est effectivement une bonne question parce on pourrait penser ça, effectivement. Alors, nous, on a pensé que les anomalies qui étaient vues à la scintille, c'était pas des séquelles d'embolie, c'était plutôt une microvasculopathie liée, comme on la voit effectivement dans l'HTAP, qu'on la voit rarement dans les maladies du cœur gauche. Donc, c'est pas nécessairement par un phénomène embolique. Malheureusement, sur base d'autres études chez des patients qui ont des cœurs gauches, on sait que la DUMPAS, c'est une mauvaise solution. Et c'est paradoxal parce qu'on utilise le vericiguat dans les insuffisances cardiaques avancées. La DUMPAS, dans ces conditions, de nouveau dans la condition de l'hypertension pulmonaire, est associée à plutôt une augmentation des risques d'échec. Et donc, on ne le fera pas. On n'a pas de preuves que ce soit efficace, on a plutôt des preuves que ce n'est pas une bonne idée. Mais c'est une bonne idée de se poser la question. Poser la question. Très bien. Alors, donc, j'ai d'autres questions. Donc, c'est vrai qu'on parle beaucoup du score de probabilité pré-test pour l'hypertension pulmonaire dans les maladies du cœur gauche. Est-ce qu'on pourrait faire le diagnostic déjà par ces scores de probabilité? Est-ce que le cathétérisme droit a toujours sa place pour faire le diagnostic dans l'insuffisance cardiaque? Oui, c'est aussi une très très bonne question. On pourrait faire toute une séance uniquement là-dessus. Bien sûr, il ne faut pas faire du cathétérisme à tout le monde.
il faut effectivement déjà utiliser ces stocks de prédiction, c'est très utile, hein, parce que ça permet vraiment de faire déjà le tri des patients. Puis après, il faut quand même utiliser son sens clinique. Et donc, c'est sûr que si vous avez affaire, je sais pas moi, à une patiente de 40 ans qui a en même temps une sclérodermie, qui a un profil qui ressemble à celui que j'ai montré, ben, il faut peut-être aller au caté parce que là, le diagnostic différentiel entre une HTAP sur une sclérodermie, une maladie interstitielle dans le cas de la sclérodermie ou un cœur sclérodermique, bah, ça a complètement du sens. Jocelyne, de 85 ans, qui habite au parc Peter-Boss et qui a de l'hypertension artérielle et de la fibrillation auriculaire, une PAP estimée à 50, on va peut-être pas la cathétériser. Donc, on n'a pas tout le temps besoin du cathé. Ce qu'on a mis dans les recommandations, c'est le cathé a du sens quand son résultat va impacter la prise en charge ou le pronostic. C'est toujours ça qu'il faut se dire. D'ailleurs, il faut se dire ça avec n'importe quel test. Mais là, spécifiquement avec le cathé droit, c'est ça la question. Comment mon cathé va changer ma prise en charge? Donc peut-être à ce moment-là, quand on pense vraiment à la sévérité de la maladie, pour chercher justement l'insuffisance cardiaque déjà avancée, Ouais. pour chercher donc le composant précapillaire associé. Oui. Oui, il y a les indications de transplantation, les indications de pompe d'assistance, mais là, on part dans un niveau plus important. Nous, ce qu'on a dit aussi dans les recommandations, c'est que quand on a un profil, un phénotype droit, quand on a des signes d'atteinte et de dysfonction droit qui sont suffisamment importants comme ceux que je vous ai montrés, et si on a un cathé qui a été fait dans un centre de référence qui montre une résistance au-dessus de 5, par exemple, ben, c'est des patients qui doivent être vus dans les centres comme le nôtre ou celui d'Anne-Catherine, des patients qui doivent être vus dans ces centres qui connaissent la prise en charge des maladies vasculaires pulmonaires. Même s'il y a une maladie de cœur gauche sous-jacente, hein. Je ne vous ai pas parlé des valvulaires de nouveau, mais Anne-Catherine va vous parler plutôt de la valve tricuspide. Mais c'est aussi une question qui se pose et qui est hyper importante dans la sélection des patients et la sélection du type d'intervention. Et peut-être encore une dernière question. Donc, je ne sais pas s'il y aura d'autres dans le chat. Mais donc, on a parlé justement donc le composant précapillaire de l'hypertension pulmonaire liée au cœur gauche. Donc, c'est un critère de gravité de la maladie. Est-ce qu'on a une différence de prévalence en fonction du type d'insuffisance cardiaque? Donc, est-ce qu'on a plus d'hypertension pulmonaire combinée avec l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite, préservée ou légèrement réduite? Alors, c'est encore une vraie question. C'est très difficile de déterminer la prévalence parce que pour le faire, on devrait cathétériser tout le monde ou en tout cas avoir un niveau un seuil très très bas d'utilisation du cathé. Je peux répondre en deux parties. La première partie, c'est que l'élément le plus important qui conduit à l'hypertension pulmonaire, c'est pas la fraction d'éjection, c'est la pression auriculaire gauche. Et si je dis ça, ben on peut faire le lien avec la présence d'une dysfonction atriale qui va être un des éléments les plus importants qui va conduire à l'hypertension pulmonaire. Le premier phénomène, c'est l'augmentation de la pression auriculaire gauche et la congestion veineuse. Ça, c'est les deux éléments les plus importants. C'est indépendant de la fraction d'éjection. Il y a une deuxième partie de réponse qui est le travail que nos copains français ont fait pendant des années à cathétériser 600 malades avec des suspicions d'hypertension pulmonaire. Il montre qu'il y a une distribution assez large de pression et de résistance vasculaire pulmonaire, dont le seuil de 2 unités Wood est associé à une moins bonne évolution. Donc, il confirme ce qui avait été montré dans des données rétrospectives et il montre que, je ne vous l'ai pas montré, mais ça, on peut en parler à un autre moment, mais il montre que la fraction d'éjection n'intervient pas du tout dans la distribution. En revanche, la FA, c'est 100%. C'est le bingo complet quand on a la FA. Alors, donc une autre question, ne peut-on pas surveiller ces patients avec des cardiomems? Ah, si. Enfin, si. Oui, on pourrait, bien sûr. On pourrait tout à fait le faire, mais de nouveau, quelle est l'utilité du cardiomems? Est-ce qu'on va mettre le cardiomems à Jocelyne du parc Peter-Boss ou plutôt à la patiente de 40 ans? Donc, je pense que tout à fait, on peut le faire. Et d'ailleurs, ce qu'on voit, quand on reprend des données long terme de l'étude Champion, l'ancienne étude qui a vraiment établi l'utilité du cardiomems dans la prise en charge de l'insuffisance cardiaque et surtout sa forme de décompensation, mais on voit qu'il y a une tendance au fil des années à avoir
un sous-groupe de patients qui va garder en permanence des pressions élevées. Je vous rappelle, le cardiomème, ça vous estime la pression diastolique. Et l'idée, c'est de dire la pression diastolique est égale à la PAPO. C'est plus vrai quand il y a une composante précapillaire, évidemment. Vous avez une déconnexion entre les deux. Mais ça, c'est un champ d'investigation qu'on aimerait bien avoir. Et on pense que pour d'ailleurs des essais cliniques dans les corps gauche, ce serait très utile d'avoir des cardiomèmes. Mais bon, ça coûte un bras à chaque fois et il n'y a personne qui a envie d'investir dedans. OK. Bon, mais très bien. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut passer à la deuxième présentation de la soirée. Donc, alors, on va introduire donc Anne-Catherine Pouller, donc le professeur Pouller, des cliniques à Saint-Luc à Bruxelles, qui va nous parler justement de pathologie valvulaire et insuffisance cardiaque, avec surtout, donc elle va aborder l'insuffisance tricuspide. Voilà, donc Anne-Catherine, c'est à toi. Merci Anna, vous m'entendez bien? Oui, oui, oui. Alors effectivement, nous on va parler principalement d'insuffisance tricuspide et d'insuffisance cardiaque. Alors la valve tricuspide, elle a longtemps été décrite comme la valve oubliée, mais ces dernières années, je pense clairement qu'on ne peut plus dire que c'est la valve oubliée parce que la mise au point et la prise en charge de l'insuffisance tricuspide a considérablement évolué. L'insuffisance tricuspide, il faut savoir qu'elle est fréquente. Dans plus de 80 à 90% des cas, elle sera secondaire, soit à une dilatation de l'anneau et une restriction des feuillets, ou à un remodeling du ventricule droit en réponse à des processus pathologiques divers. Et je vais essayer de vous convaincre que le fait d'avoir une insuffisance tricuspide, ça n'est pas quelque chose de bénin. Un tout petit mot d'anatomie. La valve tricuspide, elle a en fait 3 feuillets, comme son nom l'indique. En tout cas, c'est comme ça qu'elle est décrite historiquement, un feuillet septal, un feuillet antérieur et un feuillet postérieur. Elle est entourée de différentes structures qui sont importantes, comme le nœud auriculo-ventriculaire, le sinus coronaire et la coronaire droite. Et dans une étude ici relativement récente, publiée en 2021, l'équipe d'auteurs a revu plus de 579 échographies par voie transœsophagienne et a évalué l'anatomie de la valve tricuspide. Donc effectivement, majoritairement, dans plus de 50% des cas, ils vont retrouver une anatomie à 3 feuillets. Ici, c'est une vue transgastrique en transœsophagien et on a le foie qui sera ici, on a le feuillet septal, le feuillet antérieur et le feuillet postérieur. Mais on peut avoir un type avec une fusion partielle du feuillet antérieur et postérieur. On peut avoir des indentations dans le feuillet antérieur. On peut avoir des indentations dans le feuillet septal, des indentations dans le feuillet postérieur et un aspect de valve avec 4 feuillets. Donc plein de configurations différentes. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que ça va être important quand on va devoir faire de l'échographie transœsophagienne pour des traitements percutanés, parce que les traitements percutanés, la place la plus accessible pour aller corriger une insuffisance tricuspide, ce sera quand ça se passe dans la commissure septale antérieure. Et vous imaginez bien que si on a des indentations dans les feuillets, le geste percutané devient tout de suite beaucoup plus compliqué. Je vous l'ai dit, l'insuffisance tricuspide peut être primaire ou secondaire. Alors primaire, c'est rare, mais ça peut être une anomalie congénitale comme l'anomalie d'Epstein. Le plus souvent, c'est acquis après une endocardite, après une tumeur carcinoïde. Mais le plus fréquent, dans 80 à 90% des cas, c'est la forme secondaire. Alors, la forme secondaire maintenant, et la classification a également été revue. Et en fait, on va dire qu'elle est secondaire à une pathologie de l'oreillette, principalement dans la fibrillation auriculaire, par exemple, ou l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée dont on vient de nous parler longuement. Secondaire à une pathologie du ventricule, que ce soit une pathologie du ventricule gauche, une pathologie du ventricule droit. Secondaire à la présence d'une hypertension pulmonaire ou à un infarctus du ventricule droit. Et puis une troisième catégorie fait son apparition, c'est l'insuffisance tricuspide secondaire à la présence de sondes de pacemaker, sondes de défibrillateur, sondes de pacemaker de resynchronisation. Quand on va évaluer l'insuffisance tricuspide, il va être important de la quantifier et un petit peu comme on vous l'a dit tout à l'heure pour évaluer la fonction du ventricule droit et l'hypertension pulmonaire, mais c'est une approche qui sera multiparamétrique. On va avoir une évaluation qualitative de la valve, on va regarder la morphologie, est-ce qu'il y a un prolapsus, est-ce qu'il y a un fléal, l'aspect du jet de régurgitation, est-ce qu'il est centré, excentrique, est-ce qu'il est très large. Le signal continu peut nous donner des informations aussi. Est-ce qu'il est dense et complet? Est-ce qu'il a un pic précoce et un aspect plutôt triangulaire?
D'un point de vue semi-quantitatif, on va mesurer la vena contracta et le rayon de Pisa. Si la vena contracta est supérieure à 7 et le rayon de Pisa supérieur à 9, on parlera d'une insuffisance tricuspide sévère. On peut aussi chercher le flux veineux hépatique, les ondes tricuspides, et puis de façon quantitative, on va avoir un héros en millimètres carrés et un volume régurgité en millilitres par battement. Et si cet héros est supérieur à 40 ou ce volume régurgité est supérieur à 45, on parlera également d'insuffisance tricuspide sévère. Maintenant, plus récemment, vous savez que pour beaucoup de pathologies valvulaires, on décrira ces pathologies valvulaires comme discrètes, modérées ou sévères. Eh bien, pour l'insuffisance tricuspide, on a une nouvelle classification avec, après l'insuffisance tricuspide sévère, on parlera d'insuffisance tricuspide massive, quand la vena contracta est de l'ordre de 14-20, l'héros de 60 à 80 mm² et un volume régurgité de 60 à 75. Et on parlera même parfois d'insuffisance tricuspide torrentielle, quand la vena contracta est supérieure à 21 mm et l'héros supérieur à 80 mm². Je vous l'ai dit, ce n'est pas une pathologie bénigne. Et donc ici, c'est une étude qui a regardé 613 patients avec une insuffisance tricuspide sévère isolée, population générale, l'âge moyen 74 ans. Vous voyez quand même une proportion d'hommes qui n'est pas très importante, 40 ans. Et regardez le pronostic à 5 ans de ces patients, c'est 60% de survie. Dans l'étude, ils ont aussi identifié différents facteurs associés à un mauvais pronostic en univarié. Le fait d'avoir un gradient VDOD supérieur à 40, d'avoir une urée élevée, d'avoir une albumine basse et d'avoir une oreillette gauche dilatée. Et quand on cumule ces facteurs, le pronostic des patients est moins bon. Et on voit ici sur un endpoint combiné de mortalité ou d'hospitalisation, les patients qui ont 4 de ces éléments, ils ont un pronostic avec une mortalité de quasi 80% à 5 ans, comparé aux patients qui n'ont aucun de ces facteurs associés. Et donc clairement, l'insuffisance tricuspide est associée à un mauvais pronostic. Maintenant, c'est important de la quantifier, de nouveau dans une étude de population générale, déjà plus ancienne, publiée en 2014. Ils ont évalué 350 patients avec une insuffisance tricuspide isolée. On retrouve plus ou moins un âge et une proportion d'hommes similaires à l'étude précédente. Ici, il n'y avait pas de patients avec des gradients VDOD supérieurs à 50 mm de mercure. Et ils ont quantifié ces insuffisances tricuspides. Les patients avec un héros en dessous de 40 mm², c'est 286 patients, et les patients avec un héros au-dessus de 40 mm². Et regardez le pronostic des patients avec une insuffisance tricuspide sévère. La survie à 10 ans est d'à peu près 40%. Et donc, on va retrouver les mêmes données, aussi bien dans l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite que dans l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée. La quantification de l'insuffisance tricuspide avec ce cutoff d'un héros à 40 mm² est associée à un mauvais pronostic, et ça reste vrai après ajustement pour des paramètres comme l'âge, le sexe, la fraction d'éjection, la fibrillation auriculaire, l'insuffisance rénale, la présence d'une dysfonction droite, d'une hypertension pulmonaire et la taille de l'oreillette gauche. Et dans l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée, c'est la même chose. Alors moi, je voudrais vous parler d'une patiente de 64 ans qui est connue pour une insuffisance cardiaque à fonction ventriculaire gauche préservée. C'est sa 4e hospitalisation cette année pour de l'insuffisance cardiaque. Elle a effectivement un H2-PEF score élevé si on le calcule. Elle a un BMI à 35, elle est diabétique de type 2, elle a de la fibrillation auriculaire chronique et vous voyez qu'elle a une filtration glomérulaire à 35. Et voici son échographie. Et donc, on voit déjà une valve tricuspide qui est extrêmement restrictive, qui ne se ferme pas dans le plan de l'anneau, mais au-dessus du plan de l'anneau. Et on voit une insuffisance tricuspide sévère. On voit ici même le défaut de coaptation. Ces 2 feuillets ne se touchent pas du tout. Alors, qu'allez-vous proposer à cette patiente? Des hautes doses de diurétiques. Vous allez d'emblée lui proposer une chirurgie de sa valve tricuspide. Vous allez lui proposer un traitement par voie percutanée de type CLIP, un traitement de type remplacement tricuspide, mais par voie percutanée, ou plutôt un traitement conservateur. Que proposez-vous à cette dame de 64 ans?
Alors, les résultats des votes, eh bien, 90% d'entre vous proposent effectivement, dans un premier temps, des hautes doses de diurétiques intraveineux, et puis 11% proposent une chirurgie de la valve tricuspide. Et donc, effectivement, je pense qu'en premier lieu, il faut adapter son traitement médicamenteux et regarder le résultat après des diurétiques intraveineux. Alors ici, c'est une écho qui est faite en septembre 2014, hein, avec et sans la couleur. Ici, on est quand même plusieurs mois plus tard, on est en 2015. Mais regardez, après optimalisation de son traitement médicamenteux, ce qu'on peut observer, c'est que cette insuffisance tricuspide est maintenant devenue discrète. Que nous disent en fait les recommandations de la Société européenne de cardiologie dans la prise en charge de l'insuffisance tricuspide sévère isolée? Il y a une indication de classe 1 s'il y a une association avec une chirurgie valvulaire gauche, hein, si le patient doit être opéré pour une insuffisance mitrale importante et qu'il a une insuffisance tricuspide sévère, clairement, c'est une indication de classe 1 d'intervenir sur cette valve tricuspide. Par contre, la chirurgie doit être considérée chez des patients qui ont une insuffisance tricuspide secondaire, qui n'ont alors pas d'association avec une pathologie valvulaire gauche, qui sont symptomatiques ou qui ont une dilatation de leur cavité droite, en absence d'une dysfonction ventriculaire droite ou gauche sévère et en absence d'hypertension pulmonaire et de maladie vasculaire pulmonaire sévère. C'est une recommandation 2A et vous voyez que c'est la chirurgie qui sera en premier choix. Les traitements percutanés, alors les recommandations datent de 2002 et on verra qu'il y a des études plus récentes, sont seulement une indication de classe 2B et on verra l'importance de discuter, je pense, ces dossiers en ARTIN. Alors, en présence d'une dysfonction ventriculaire droite sévère, eh bien, on va privilégier le traitement médical. Mais donc, la prise en charge de l'insuffisance tricuspide sévère isolée, symptomatique, ou en présence d'une dilatation des cavités droites malgré un traitement médical optimal, hein, je pense que le traitement médical optimal reste la première attitude à avoir chez ces patients. Si on n'a pas de dysfonction ventriculaire droite ou gauche sévère, ni d'hypertension pulmonaire sévère, le premier traitement à proposer, c'est effectivement une indication de chirurgie isolée de la valve tricuspide. Tous ces dossiers, je pense, doivent être quand même discutés en ARTIM et il est important d'évaluer le risque chirurgical de ces patients. Alors, quel score allez-vous utiliser pour évaluer le risque de complications post-opératoires à la mortalité hospitalière? Allez-vous utiliser l'Euroscore 1, l'Euroscore 2, le score de risque STS ou connaissez-vous un autre risque de score qu'on peut utiliser chez ces patients? Je vous laisse voter. Alors, c'est intéressant, 50% d'entre vous vont calculer l'Euroscore 2, 50% d'entre vous vont calculer le score de risque STS, personne ne va utiliser l'Euroscore 1 et personne ne pense à un autre score. Et pourtant, chez ces patients qui souffrent d'insuffisance tricuspide sévère, il y a une publication très récente par une équipe française en 2022 qui a développé le TriScore, qui est vraiment un score de risque spécifique pour prédire la mortalité hospitalière après une chirurgie isolée de la valve tricuspide. C'est un score relativement simple qui va prendre en compte des paramètres cliniques, l'âge, la classe NYHA, la présence de signes de dysfonction ventriculaire droite et la dose de diurétique utilisée, des paramètres biologiques comme la filtration glomérulaire et le taux de bilirubine et des paramètres échographiques, la présence d'une fraction d'éjection inférieure à 60% ou d'une dysfonction ventriculaire droite modérée à sévère. Et on voit ici, dans cette étude qui avait quand même inclus 466 patients, que plus ce score de risque est élevé, plus la proportion de patients qui va décéder en intra-hospitalier, hein, les patients qui sont ici en rouge, augmente avec ce score de risque qui augmente. Quand on regarde une analyse de sensibilité-spécificité, en fait, ce score de risque dans cette population de patients qui doit bénéficier d'une chirurgie isolée de la valve tricuspide, il fait mieux que l'Euroscore 1, mieux que l'Euroscore 2. Il y a deux versions du TriScore. Il y a une version avec un modèle plus complexe et la version simplifiée que je viens de vous montrer.
mais vous voyez que les deux courbes sont tout à fait superposées. Et quand on regarde le taux d'événement en fonction du score de risque, on voit qu'entre 0 et 5, le taux d'événement est relativement bas. Ça décroche un petit peu entre 4 et 5, mais là, le taux d'événement devient beaucoup plus important pour des scores de risque supérieurs ou égal à 6. Alors, depuis cette publication en 2022, ce Tri-score a déjà été validé dans de nombreuses études en Europe, en Asie, pour prédire la mortalité intra-hospitalière après une chirurgie isolée d'une insuffisance tricuspide importante. Donc, je pense que c'est un outil facile à utiliser. Il y a un calculateur en ligne et il y a une application que vous pouvez installer sur votre téléphone et vous calculez ce risk score et il vous dit le risque de mortalité hospitalière pour ce patient donné. Et donc, j'en viens à une deuxième patiente, une patiente de 75 ans qui souffre aussi d'insuffisance cardiaque chronique et qui arrive chez nous en stade fonctionnel 3, qui a pris du poids, qui a des jugulaires saillants, des œdèmes bilatéraux, qui prend déjà 5 mg de Burinex par jour et qui a une filtration glomérulaire à 25. Et regardez l'échographie de cette patiente. Ici, elle a une dilatation importante de son ventricule droit. Elle a une insuffisance tricuspide qui est également sévérissime. Et donc, y a-t-il quelque chose qu'on va proposer à cette patiente et y a-t-il des traitements qu'on va éviter? Alors, vous n'allez pas savoir voter pour le traitement à éviter. Donc, ma question, c'est surtout quel est votre premier choix, quelle est votre première attitude thérapeutique chez cette patiente? Est-ce des hautes doses de diurétiques? Elle est déjà sous 5 mg de Burinex par jour. Une chirurgie valve tricuspide, un traitement par voie percutanée de type clip, un traitement par voie percutanée de type remplacement de sa valve ou plutôt un traitement conservateur. Je vous laisse voter. Est-ce que vous voyez cette patiente de 75 ans passer à travers une chirurgie de sa valve tricuspide? Alors, le résultat des votes, mais donc 45% va effectivement augmenter ses doses de diurétique, 10% une chirurgie de sa valve tricuspide, 27% un traitement par voie percutanée, 10% un traitement avec une valve percutanée et 10% un traitement conservateur. Alors, chirurgie de la valve tricuspide, chez cette patiente-ci, clairement, je ne pense pas que c'est indiqué. Je vais vous montrer juste après. Effectivement, il faut intensifier les doses de diurétiques. Et puis, on peut se poser la question d'un traitement par voie percutanée, que ce soit par clip ou avec une valve. Et donc, si on calcule le score de risque de cette patiente en utilisant le Tri-score, on va avoir un score de 7. Ça lui fait une mortalité hospitalière de 34%. Je vous parle juste de la mortalité hospitalière, hein. Je ne vous parle même pas de la mortalité au long cours. Et donc, dans ce registre français, où il y a plus de 2400 patients avec une insuffisance tricuspide sévère isolée qui ont été étudiés, les patients ont été divisés en fonction de leur score de risque Tri-score. Et donc, je prends la catégorie de ma patiente, elle a un Tri-score supérieur ou égal à 6. Et dans ces registres, le patient bénéficiait soit d'un traitement conservateur, d'un traitement chirurgical, d'un traitement par voie percutanée. Et regardez, quand le score de risque est élevé, eh bien, la mortalité ici à 2 ans va être plus importante que si vous proposez un traitement par voie percutanée. Maintenant, regardez la courbe rose. La courbe rose, c'est des patients à qui vous avez proposé un traitement par voie percutanée, mais où vous laissez une insuffisance tricuspide résiduelle au moins modérée. Et là, on voit qu'on n'améliore pas du tout le pronostic des patients. Donc, la difficulté qu'on va avoir, c'est de sélectionner le bon candidat chez qui la mise en place de ces clips par voie percutanée sera possible pour obtenir une bonne réduction de la fuite, parce que si on laisse une fuite trop importante, on n'aura pas un bon résultat. Et quand il y a un gap qui est trop important, vous n'allez pas aller savoir améliorer la coaptation des feuillets et réduire la fuite. Par contre, j'insiste sur des patients qui ont des scores de risque bas. C'est toujours dans le même registre. Regardez, en vert, c'est la chirurgie et en rouge, c'est le traitement médical. Il ne faut sûrement pas proposer un traitement médical à ces patients avec des scores de risque bas. La chirurgie fait nettement mieux que le traitement médical. Et ça, c'est pour insister sur le fait qu'il va falloir qu'on soit agressif quand on traite ces patients par voie percutanée, parce que si on les laisse avec une fuite
résiduel au moins modéré, hein. Donc, si la procédure est unsuccessful versus un traitement médical, ce sont les patients en bleu. Mais regardez comme le pronostic de ces patients est nettement moins bon que si on avait simplement maintenu un traitement médical. Donc, je reviens à mon patient avec son insuffisance tricuspide sévère isolée. A priori, oui, effectivement, dans les recommandations, il y a une indication de chirurgie de la valve. Ça doit être discuté en heart team. Je pense qu'il faut, chez tous ces patients, évaluer le risque, mais qu'après, en plus, il faut évaluer la faisabilité et la sécurité des traitements percutanés. Donc, de quoi disposons-nous pour le moment? Eh bien, il y a différents types de devices. Il y a des devices comme le TriClip et les clips Pascal qui vont en fait essayer d'améliorer la coaptation des feuillets valvulaires. Il y a des devices qu'on va appeler plutôt des devices d'annuloplastie comme le Cardioband qui vont essayer de réduire le diamètre de l'anneau. Et puis arrive enfin ces derniers temps des valves tricuspides qu'on pourra mettre par voie percutanée. Alors, il existait déjà des systèmes qu'on pouvait mettre dans les veines caves, mais où les résultats ne sont pas encore satisfaisants. Par contre, les valves percutanées ont l'air assez prometteuses. Et donc, juste un mot sur ces différentes situations. Mais donc, ici, c'est un registre publié en 2019 de patients qui ont été pris en charge pour une insuffisance tricuspide importante isolée, soit avec des MitraClip, des Cardiobands, des Trialign, des valves, des Pascal, des Tricines, donc toute une série de devices différents. Il y avait 472 patients dans ce registre. Il y a 73% de succès procédural, donc clairement, vous voyez qu'on peut faire mieux. Et ils ont essayé de matcher ces patients sur base de l'Euroscore et des différentes comorbidités avec une base de données de patients qui n'avaient pas été pris en charge par voie percutanée et qui avaient eu un traitement médical conservateur. Et donc, on voit ici en rouge les patients qui ont eu un traitement médical par rapport aux patients qui ont bénéficié d'une prise en charge par voie percutanée de leur insuffisance tricuspide. Et clairement, on réduit la mortalité et on réduit les hospitalisations pour insuffisance cardiaque quand on propose un traitement par voie percutanée. Et donc ça, ce sont des données de registre avec multitude de devices utilisés. Après, il y a eu une première étude avec 85 patients. Là, ils ont tous bénéficié d'un TriClip. C'est une étude qui n'est pas randomisée, hein, c'est une étude observationnelle de 85 patients. Et on voit qu'à 1 an, après l'implantation, la correction de l'insuffisance tricuspide par voie percutanée, on réduit les hospitalisations de 40% par rapport à l'année qui a précédé le device. Alors ici, c'est un graphique un petit peu complexe qui vous montre la proportion de patients avec des insuffisances tricuspides torrentielles en rouge et puis des insuffisances légères au départ. Et donc, vous voyez qu'avant le traitement, effectivement, la majeure partie des patients ont des insuffisances tricuspides torrentielles sévères ou massives. Et puis qu'au cours du temps, la proportion de patients qui a après la correction par voie percutanée, on aura peu de patients qui ont des IT torrentielles ou massives. Et on va se retrouver majoritairement avec des patients qui ont des insuffisances tricuspides légères à modérées. Je voudrais juste mettre un petit bémol sur ces données. Quand on regarde les données brutes et les chiffres, vous voyez que c'est 85%, ces 85 patients à 1 an, ils ont encore une vena contracta à 8 mm. Et je vous ai dit tout à l'heure que le cutoff pour dire que l'insuffisance tricuspide était sévère, c'est de 7 mm. Donc on a quand même encore des patients qui ont des IT importantes après 1 an. Alors ici, par contre, c'est une étude randomisée avec le TriClip, c'est 350 patients, randomisés traitement par voie percutanée avec un TriClip ou traitement médical optimal. Et là, clairement, on voit qu'à 1 an, si on fait un traitement médical, 95% des patients vont garder leur insuffisance tricuspide sévère, alors que plus de 87% des patients auront une insuffisance tricuspide modérée ou moindre après le traitement par TriClip. Et ce qu'ils ont surtout montré dans l'étude, c'était qu'il y avait aussi une amélioration de la qualité de vie des patients. Donc, on n'a pas encore d'études de mortalité pour le moment randomisées avec ces clips. La difficulté de ces traitements, c'est vraiment la sélection des patients. Il faut que la valve ne soit pas trop calcifiée, il faut qu'il y ait un minimum de coaptation, le gap ne peut pas être trop important. Idéalement, il ne faut pas qu'il y ait de sonde de pacemaker. Alors, c'est une contre-indication relative, mais il faut que la sonde soit alors coincée au bout d'une commissure. Et donc, clairement, ce ne sont pas des dossiers faciles à évaluer. Il faut des images transœsophagiennes de bonne qualité avec des vues adéquates de la valve tricuspide. Et donc, je vous montre notre patiente de 75 ans où on a proposé un traitement par voie percutanée avec un clip. Vous voyez ici le ventricule droit avec l'insuffisance tricuspide. Ici, on a 2 vues à 90 degrés. On a le clip qui est passé par l'oreillette droite. On est passé dans le ventricule droit. Ici, on le voit aligné. Et ici, on voit les 2 bras du clip
qui sont déployés. Donc, on va remonter du ventricule vers l'oreillette pour grasper les feuillets de la tricuspide. Et donc, en général, le plus facile, c'est d'essayer d'aller grasper. Vous avez le feuillet septal ici, le feuillet antérieur qui est là et le feuillet postérieur. Vous voyez ici qu'on a déployé notre clip entre le feuillet septal et le feuillet antérieur. Ça, c'est le résultat à 6 mois. On voit le clip qui est ici et on a un très bon résultat avec une insuffisance tricuspide qui est maintenant discrète et un ventricule droit qui a un remodeling favorable. L'arrivée des valves percutanées. Alors, la première valve ici avec des résultats d'études, c'est la valve EVOQUE. C'est l'étude Tricène. C'est 176 patients qui ont été inclus dans l'étude, de nouveau majoritairement des femmes, un âge moyen de 78 ans, ou des patients en classe 3-4. Et on voit qu'après correction par ce traitement, par cette valve percutanée, eh bien, on a une réduction significative de la fuite tricuspide et une amélioration de la classe fonctionnelle des patients. Et donc, l'histoire commence à être écrite. Nous, ici à Saint-Luc, on a accès à une étude clinique avec la valve Topaz, c'est l'étude Triquet, qui est aussi une valve par voie percutanée. Donc ici, on a à nouveau un petit axe en transœsophagien avec le feuillet septal, le feuillet antérieur, le feuillet postérieur. On a une insuffisance tricuspide importante. C'est une patiente de 84 ans. Et on va amener la valve par l'oreillette droite, le ventricule droit. La valve ressemble à une espèce de marguerite. Et ici, vous allez voir que la valve, en fait, déployée, on voit la structure de la valve en place. Et voilà le résultat ici, 2 ans plus tard. Ben, on voit qu'il n'y a plus du tout d'insuffisance tricuspide. Et donc, un patient avec une insuffisance tricuspide sévère isolée, il faut évaluer son risque chirurgical, il faut envisager des traitements par voie percutanée, mais il faut évaluer la faisabilité et la sécurité de ces traitements, le rôle capital de l'imagerie et de l'anatomie de la valve. Si on pense que le taux de succès est faible et qu'on va laisser une insuffisance tricuspide importante, il faut se poser la question effectivement de la futilité et on traite de plus en plus des patients fragiles avec de multiples comorbidités âgées. Et donc, message clé, je pense que l'insuffisance tricuspide sévère et peut-être même modérée s'accompagne d'une mortalité élevée. Il ne faut pas sous-estimer les risques associés à la présence de cette insuffisance tricuspide. On a de nouvelles possibilités thérapeutiques qui s'ouvrent à nous, mais il est capital de définir les bons candidats et le bon timing. Je pense qu'on voit encore des patients qui sont adressés trop tard pour la prise en charge. Le bénéfice dépend clairement du stade de la maladie. Le Triscore peut nous aider et du succès procédural. Ne pas oublier la futilité, ça reste subjectif, mais je pense qu'il faut se poser les bonnes questions au bon moment pour le bon patient. L'insuffisance tricuspide, c'est aussi un marqueur de cardiopathie très avancé. Et donc, l'offre des traitements est actuellement en pleine expansion avec des résultats préliminaires encourageants. Je rappelle toutefois que pour toutes ces nouvelles techniques, on n'a pas encore de données de mortalité. Et je voudrais conclure en disant It's raining again, but the sun is there, puisqu'on a des nouvelles possibilités thérapeutiques pour ces patients très malades. Merci pour votre attention. Merci beaucoup Anne-Catherine. C'était vraiment une super présentation, donc très claire, donc avec des points bien précis. Alors, donc, c'est vrai qu'on parle beaucoup donc d'insuffisance tricuspide comme un facteur de mauvais pronostic, comme tu as bien dit. Alors, et souvent, on reçoit les patients dans une phase vraiment très avancée, avec une insuffisance tricuspide sévère, avec une dilatation du VD, donc avec déjà une atteinte hépatique, donc avec des patients vraiment déjà dans une phase où malheureusement on ne peut pas faire grand-chose. Est-ce qu'on pourrait peut-être déterminer, est-ce qu'il existe de critères justement de gravité, les marqueurs justement des gravités qu'on pourrait peut-être faire plus attention et envisager d'envoyer ces patients plus rapidement dans les centres de cardiologie plus avancés? On pourrait quand même faire un diagnostic bien précis, on pourrait proposer des techniques, comme tu as bien dit, des techniques bien plus avancées. Et donc, je pense, comme tu l'as dit, les signes de sévérité, c'est ceux qui font partie du Triscore. Quand tu as une bilirubine déjà à 3, une atteinte hépatique, c'est déjà des patients qui sont extrêmement malades. Et je pense jusqu'à présent,
j'ai l'impression qu'on a laissé beaucoup de patients avec des insuffisances tricuspides évoluer, où on a regardé ces insuffisances tricuspides, on fait des échos, et puis comme on n'avait pas de traitement proposé et qu'on trouvait que le risque chirurgical était trop important et la mortalité opératoire trop importante, on n'a rien fait de particulier. Et je pense que maintenant qu'il y a des possibilités percutanées qui arrivent, il faut évaluer systématiquement ces patients et il faut rester clinique, effectivement. Si on a des patients qui sont hospitalisés plusieurs fois sur les 6 derniers mois ou dans l'année, on sait que ce sont des patients qui ont des très mauvais pronostics. Il ne faut pas attendre. Enfin, je pense qu'effectivement, comme tu dis, on les réfère parfois trop tard. Est-ce qu'il y a un paramètre clé? Oui, les signes de roi, les perturbations des tests hépatiques, quand c'est déjà trop tard, je pense. Ouais. L'augmentation peut-être des doses des diurétiques aussi, ou Ça peut-être aussi, même oui. en amont, plus en amont, est-ce qu'il a des critères, par exemple, là maintenant on voit plus, on fait plus de diagnostics d'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée, est-ce qu'on doit quand même avoir plus chercher un peu plus de complications dans cette population-là? Voilà, donc on a aussi une question, quel est le rôle du caté droit dans la sélection de ces patients? Alors ici, le caté droit, dans les recommandations, c'est qu'en présence d'une hypertension pulmonaire, alors ils ne mettent pas de cutoff, ils disent que ces patients, il faut plutôt privilégier un traitement médical. Maintenant, il ne faut pas d'emblée faire un caté droit chez ces patients avec une insuffisance tricuspide. Je pense que l'écho peut aussi nous apporter beaucoup d'informations. Je n'ai pas redétaillé les paramètres qui étaient déjà présents dans la présentation de Jean-Luc tout à l'heure, mais donc il vous a reparlé du TAPS, qui vous a reparlé du rapport pression, TAPS et des pressions pulmonaires. C'est des choses relativement simples qu'on peut évaluer en écho qui vont donner une idée précise de la fonction ventriculaire droite. Nous, on fait peu de caté droit juste pour le bilan de l'insuffisance tricuspide. On fera des caté droits. De nouveau, on a un avec une insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite, avec une insuffisance tricuspide importante, avec une hypertension pulmonaire. On va évaluer le patient parce qu'alors on va dire, est-ce qu'il y a d'autres traitements? Mais alors peut-être plutôt comme la transplantation ou l'assistance cardiaque qu'il faut proposer à ce patient-là. Mais pour l'insuffisance tricuspide isolée en tant que telle, je pense qu'il faut surtout faire une bonne écho pour commencer, une prise de sang, examiner le patient et avoir ses antécédents avant de se dire que le premier examen sera un caté droit. Et tu as parlé des indications, par exemple, l'indication chirurgicale pour le patient avec une insuffisance tricuspide sévère symptomatique. Tu as bien insisté sur les symptômes. Donc, on sait bien que parfois c'est difficile les patients se disent bien, donc non, je me sens bien, je ne suis pas symptomatique. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Je ne les crois jamais quand ils me disent qu'ils ne sont pas symptomatiques. Moi, je les mets sur le vélo. Alors, et donc, est-ce qu'il faut Je faire crois qu'il y a une place. Oui, oui. Je pense que comme chez vous, comme chez nous, je pense qu'on demande beaucoup d'ergospirométrie. C'est des examens qui sont quand même une épreuve d'effort simple, si vous n'avez pas accès à l'ergospirométrie. Hein. Si un patient fait une épreuve d'effort, mais qui n'adapte pas sa tension artérielle, qui fait 80 watts à 40 ans, qui n'adapte pas sa fréquence cardiaque, on a déjà quand même une idée. Alors, c'est vrai que nous, l'ergospirométrie, on aura beaucoup d'informations. On aura la consommation en oxygène, on aura la pente VEVCO2, on verra si l'effort est maximal, pas maximal, s'il y a une composante pulmonaire à l'essoufflement. Et donc, clairement, moi, chez mes patients que je suis pour de l'insuffisance cardiaque, je répète régulièrement des ergospirométries. Et je pense que dans les pathologies valvulaires, que ce soit des insuffisances mitrales importantes qui se disent asymptomatiques, des insuffisances tricuspides qui se disent asymptomatiques, clairement, l'ergospirométrie a une place. Elle n'est pas dans les guidelines, mais nous, on en demande beaucoup. Et est-ce que dans ces cas-là, les marqueurs, par exemple, le NT-proBNP, pourraient aussi avoir une valeur, donc justement pour essayer de mieux stratifier ces patients? Alors, je n'ai pas vu de données dans la littérature avec des cut-offs de NT-proBNP. C'est vrai que, de nouveau, ça te donne une idée. Hein. Il a 10 000 de NT-proBNP avec une fonction rénale normale. Il se passe clairement quelque chose. Maintenant, je ne sais pas quelle est votre impression, mais dans la pathologie du cœur droit, je trouve que parfois, on a des NT-proBNP qui ne sont peut-être pas toujours aussi élevés quand c'est des pathologies juste gauche. Donc, il ne faudrait pas être faussement rassuré parce qu'on a peut-être un NT-proBNP qui est bas, avec un patient qui a une mauvaise capacité physique et une insuffisance tricuspide importante.
si on a des symptômes, qu'on a des signes d'insuffisance cardiaque droite. Peut-être ça pourrait aider aussi pour ces patients dits asymptomatiques. Si on a quand même Oui. un effet pro-BNP normal, un VDK normal, donc est-ce qu'il faut, voilà, donc est-ce qu'il faut faire Oui. quelque chose ou pas? Voilà, c'est toujours, il fait pardon? 180 watts sur le vélo, tu as un BNP normal, que tu as une Ouais. bonne fonction ventriculaire droite, ce patient-là, tu peux peut-être encore te permettre de suivre, mais la question, c'est effectivement jusque quand on va le suivre. Est-ce que tu n'as pas l'impression que c'est un petit peu comme l'insuffisance mitrale, où quand on a dit à un moment, ben, on opérait les insuffisances mitrales quand ils étaient symptomatiques, quand ils avaient de la fibrillation auriculaire et de l'hypertension pulmonaire, et dans les centres, tu fais une chirurgie de plastie où tu sais que tu peux réparer la valve, où ton taux de complication est bon, on dit qu'il faut opérer de plus en plus tôt. Est-ce qu'on ne va pas arriver à ça avec l'insuffisance tricuspide, où on va dire, ben, est-ce qu'on a intérêt à laisser évoluer ces pathologies jusqu'au point où à un moment, elles parlent, elles donnent des complications et où on aura peut-être difficile à mettre la machine en marche arrière pour revenir à une situation. Et insister, comme tu as bien dit, de faire le traitement pour la pathologie de base. Donc, souvent, ils ont quand même l'insuffisance cardiaque, donc fraction d'éjection, n'importe quelle fraction d'éjection. Donc, il faut vraiment cibler sur le traitement, donc justement, de l'insuffisance cardiaque. C'est clair, hein, ça reste la première chose à faire. Hein. Tout à fait. Alors, j'ai une autre question donc, concernant l'insuffisance tricuspide qui est associée aux sondes, soit sonde de pacemaker, soit sonde de défibrillateur. Parfois, on se pose la question, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que si on enlève cette sonde, est-ce qu'on va améliorer justement cette insuffisance tricuspide? Donc, si c'est possible, bien sûr, d'enlever cette sonde. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On est parfois amené à faire ça, à enlever la sonde. On peut la mettre en épicardique. Maintenant, en épicardique, les résultats ne sont pas toujours aussi bons. Alors, si le chirurgien peut faire une plastie, il pourra parfois essayer de mettre la sonde dans une des commissures et de la coincer dans une des commissures. Et donc voilà, ça c'est notre attitude. Nous, on va essayer de voir si on peut réparer la valve en premier lieu et laisser la sonde et d'aller essayer de la coincer dans une des commissures. Si on doit remplacer la valve, on va se poser la question de mettre la sonde en épicardique. Mais quand c'est des sondes de resynchronisation en épicardique, on n'a pas toujours des resynchronisations aussi efficaces que... Mais est-ce que le fait d'enlever la sonde, est-ce que ça pourrait, si ce n'est pas vraiment lié justement à un problème, justement à un traumatisme de la valve, est-ce que tu penses que si on enlève la sonde, on pourrait espérer justement une diminution de l'insuffisance tricuspide? Je t'avoue que je n'ai pas d'expérience. Non. Je sais que nos chirurgiens, nous, quand on les interpelle pour ça, ils vont souvent nous dire que la valve est quand même abîmée. Il y a souvent des lésions de la valve. Alors, maintenant qu'il y a les micras, on pourrait aussi se dire, effectivement, on essaye d'enlever la sonde et on se pose la question d'aller mettre un autre type de pacemaker par voie percutanée et voir si... Je pense que personne n'a la réponse, mais c'est une question qu'on se pose quand même assez oui, souvent. en réunion médico-chirurgicale, c'est des questions qu'on se pose effectivement assez régulièrement. Okay. Et encore, comme j'ai posé la question tout à l'heure, est-ce que tu penses qu'il y a un rapport entre le type d'insuffisance cardiaque et la sévérité de l'insuffisance tricuspide et même le pronostic de cette insuffisance tricuspide? On en voit beaucoup dans l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée, hein, ces insuffisances tricuspides. Maintenant, nous, dans l'insuffisance cardiaque avancée, des cœurs très malades, on voit des idées torrentielles aussi. Hein. Mais dans l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée, on a quand même régulièrement des insuffisances tricuspides importantes. Plus dans l'un que de l'autre. C'est d'aussi mauvais pronostic dans les deux pathologies, en tout cas, quand c'est là. Mais je crois que c'est le reflet de la sévérité de la maladie. Ça veut dire qu'on n'a peut-être pas traité suffisamment tôt l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite, qu'on a laissé évoluer, ou l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée. Et on a quand même maintenant, enfin tu l'as redit, mais des traitements bien codifiés avec des recommandations claires pour traiter ces patients. Et on voit encore parfois, malheureusement, des patients qui ne sont parfois encore sous-traités. Et c'est vrai que si on regarde un peu les études par rapport au CLIP, donc on voit beaucoup sur la qualité de vie, donc une amélioration de la qualité de vie, mais je pense qu'on a encore des études sur la réhospitalisation, sur la mortalité. Oui, mortalité.
Voilà. Parce que le follow-up, il est court pour l'instant. Donc, est-ce que tu penses vraiment qu'on aura une amélioration Alors, de la mortalité des hospitalisations pour insuffisance cardiaque? hospitalisation peut-être. Je pense qu'on pourra sans doute réduire les hospitalisations parce qu'ils vont être moins congestifs. Est-ce qu'on va pouvoir venir à montrer un bénéfice en termes de mortalité? Ça, je ne suis pas convaincue. Et c'est un petit peu comme avec les mitraclip, hein. C'est la même chose. Ça reste des traitements qui sont des traitements où on a surtout des données, oui, de réduction Ouais. des hospitalisations, plus que des réductions de la mortalité. Bon, la qualité de vie, je pense, et les symptômes des patients, on améliore les symptômes. On n'a pas parlé du coût, mais toutes ces technologies, pour le moment, en Belgique, elles ont quand même un coût qui est colossal, hein. C'est comme la question des CardioMEMS tout à l'heure. Je vais faire un petit peu de pub pour le groupe de travail d'insuffisance cardiaque, mais avant de demander le remboursement d'un CardioMEMS, on a envie de s'occuper de nos infirmières qui prennent en charge nos patients et qui vont justement les appeler pour vérifier qu'ils vont bien et qui n'ont pas de signe de congestion et d'adapter leur dose de diurétique. Même si le CardioMEMS c'est extrêmement efficace, on a des très belles données de réduction des événements. Mais pour le moment, si on doit assumer tous les coûts dans tous nos centres, des CardioMEMS, des mitraclip, des triclip, Ouais, c'est compliqué. c'est Et compliqué. c'est justement, c'est là que notre groupe de travail donc, essaie d'améliorer justement cette prise en charge par les infirmières et même le remboursement du NT-proBNP qu'on n'a pas encore. On n'a pas encore en Belgique, c'est vrai. Tout à fait. Depuis 20 ans, le groupe de travail se bat pour le remboursement du BNP. Bon, mais je pense qu'on arrive bientôt à la fin de cette soirée. Alors, donc, je voulais de nouveau remercier au professeur Pouler et au professeur Vachéry pour les présentations excellentes. Donc, de ce soir, c'était la dernière de l'année. J'espère que l'année prochaine, on pourrait continuer à faire ces webinaires, donc avec nos sponsors, donc Abbott et Novartis. Donc, je vous souhaite quand même une excellente soirée, bonne fête de fin d'année et j'espère à très vite l'année prochaine. Voilà. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée. Merci, au revoir tout le monde. Au revoir. Au revoir.